Alors bonjour, je vais vous montrer comment faire des Twitter graphes. Pour commencer à faire un Twitter graph, le plus simple, c'est il faut commencer par télécharger la donnée. Comment on fait pour télécharger la donnée? Moi je connais un mec qui s'appelle Laurent, et qui a un truc qui est un soft qu'il a fait qui s'appelle Twitter Graph, qui en gros va appeler l'API de Twitter. Donc il y a juste à marquer Laurent Twitter Graph sur Google. Je mettrai le lien et tout ça, je le mets aussi dans le chat, et je le mettrai dans la description YouTube. Pour télécharger le code qui est ici. Ici, vous avez accès au code, donc il y a un Dockerfile qui permet d'héberger le code, et vous avez tout un début de manuel sur comment ça fonctionne, et en gros, je vais vous décrire un peu ça, et surtout les étapes d'après pour faire un peu joli. Mais déjà ici, en gros, si vous savez lire l'anglais, vous avez tout ce qu'il faut pour lancer un Twitter Graph. Le manuel est très bien. Donc vous téléchargez le code. Toute la partie développement, comment installer Python, comment installer le code et tout ça, je ne vais pas en parler ici. Ça, je vous suggère de rechercher sur Google, mais ça fait un peu trop de contenu à faire si je me mets à décrire même comment on installe Python. L'appli, comment elle est faite? Elle est assez simple. En gros, quasiment tout se trouve dans FetchData. FetchData, il fait quoi? Non, je vais le montrer directement chez moi. Zut, c'est pas la bonne fenêtre. Donc ceci, c'est ma manière d'ouvrir le code avec FetchData qui est ici. FetchData qui prend tout ça comme paramètre. Donc un mode entre user, search et like. User, c'est vous allez mettre un nom d'un utilisateur Twitter, c'est-à-dire arrobase quelque chose. C'est le nom d'une personne sur Twitter qui est avec le nom de code qui commence par arrobase. Vous ici, vous ne mettrez pas le arrobase, il n'y a pas besoin. Search, ça peut être search, c'est quelque chose que vous cherchez dans les tweets. En gros, c'est je veux savoir qui a parlé de tel sujet, qui a parlé de moi, qui a parlé de ma marque, qui a parlé de quoi que ce soit. En gros, vous allez mettre search plus le mot-clé ou la suite de mots-clés que vous voulez. Genre si vous mettez entre guillemets quelque chose, et ben il va vous chercher tous ces mots-là. Ou les likes, mode que je n'ai jamais utilisé. Le query, c'est ce que vous allez mettre, soit l'username, soit les champs à chercher. Et tout le reste que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, que vous n'êtes pas, parce que tout est, en gros, tout est rempli par défaut. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, j'en parlerai vite fait tout à l'heure. Ensuite, le code, il fait quoi? Il appelle, tout ça, c'est pour récupérer tous les paramètres. Après, en premier, il fait fetch user, c'est-à-dire, il va chercher une liste de gens auprès duquel il veut connaître les informations. Comment on détermine cette liste de gens? En gros, c'est si vous avez mis un screen name, si vous avez mis le nom de quelqu'un sur Twitter en mode user, comme on en a parlé plus haut, il va prendre tous les followers de cette personne. Tous les followers, c'est le mode par défaut, mais il peut aussi prendre tous les follow ou les deux. Si vous avez mis si vous cherchez des tweets, en fait, il va prendre tous les gens qui ont tweeté, tous les gens qui ont fait ces tweets. Et le mode like, je ne vais pas en parler ici. Une fois que vous avez ça, vous avez follower, friends et all. Si vous avez mis récupère que les followers, il n'y aura que les followers qui seront là, ce genre de choses. Ça, c'est un champ qui vous permet... d'échantillonner si vous ne voulez pas tout récupérer. Et après, fetch friendship, c'est ce qu'il va faire. En gros, on va récupérer les liens entre les gens. J'ai récupéré une liste de followers, je veux savoir les followers de mon compte, est-ce qu'ils se connaissent entre eux, et c'est le mode fetch friendship qui va le faire. Et c'est aussi ce mode-là qui prend le plus de temps.
Et après, Save to Graph, c'est juste transformer ces données-là pour que ça soit lisible par Giphy et potentiellement rééchantillonner. Par exemple, si j'ai téléchargé des millions de personnes et après je veux faire des filtres pour dire, bon, sur le million, prends-moi juste 10%, ce genre de choses. Là-dedans, donc avant de lancer le script, il y a une seule chose que vous avez à faire, c'est remplir les crédentials. Les crédentials, c'est un petit fichier que vous avez créé ici. Ici, je l'ai créé fake, mais mon vrai fichier ici, mais je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a toutes mes clés visibles dedans. Et vous devrez remplir ces paramètres-là. Ces paramètres-là, ils sont trouvables sur le Twitter développeur. Si tu tapes Twitter Dev, à mon avis, ça suffit. Twitter Dev, sur le Twitter développeur. et en gros, je clique sur mon compte. Non, c'est pas ça. Ah, c'était pas ça, la vraie adresse de Twitter Dev. Je vais l'ouvrir. En gros, c'est un Twitter Dev, c'est donc vous voyez développeur.twitter.com. C'est ici que vous allez récupérer vos clés. Donc pour récupérer vos clés, vous allez faire tout ce qu'il faut pour ouvrir un compte. Après, vous allez créer un projet. Et chose importante, de base, il vous crée juste un development app, mais là, vous n'aurez qu'une paire de clés. Et une paire de clés, avec ça mettra du temps. Parce que, en gros, par clé, vous aurez le droit à un certain nombre de requêtes, mais qui sont très très basses. En gros, vous pourrez récupérer les informations d'un compte par minute. En vrai, c'est 15 comptes les 15 minutes, mais vous voyez ce que je veux dire. Et un compte par minute, si vous voulez en tirer 300, ça va prendre 300 minutes. Si vous voulez en tirer 5000, ça va prendre de la vie. Donc, ce qu'il faut faire pour avoir plus de clés, c'est passer votre Twitter en Elevated. Donc, ça, je voulais chercher comment faire. Et après, créer des standalone apps. Donc vous aurez, une fois que votre compte est elevated, ici vous aurez un petit bouton pour créer des standalone apps, ce qui vous permet d'avoir plus de clés. Et toutes ces clés-là, vous pourrez les rentrer ici, donc dans un fichier crédentiel que vous pouvez créer. Donc vous faites ça, crochet, accolade. Vous remplissez ces paramètres-là. Donc tout ça, c'est des choses que Twitter vous donne. Qu'il faut réclamer. Donc pour les réclamer, vous appuyez sur la petite clé ici. Sur la petite clé ici que vous voyez en face de votre app et ça va vous sortir, ça va vous demander, ça va vous sortir de quoi générer toutes vos clés. Et c'est la seule chose à faire avant de lancer le script. Si vous pouvez déjà lancer un script Python et tout ça, et ça je vous laisse vous débrouiller. Et après, vous lancez le script. Moi, je le lance via un IDE. Vous pouvez le lancer via console, via autre. Et via console, ça fera juste fetchdata.py et tous ces champs-là. Et donc, j'ai mis user. User, c'est pour dire je veux télécharger les informations de quelqu'un. Je vais télécharger les informations de FGAHX. Et après, il y a d'autres paramètres. Edge ratio, c'est si vous voulez échantillonner, si vous voulez pas récupérer tous les liens entre les gens. Là, FGA, il a peu de followers, il en a 300, donc on n'a pas besoin d'échantillonner. Mais il faut savoir qu'il y a d'expérience, il y a souvent entre 50 et 500 fois plus d'edge, donc de liens entre les gens, que de nœuds, de comptes. C'est-à-dire que si vous téléchargez 500 000, si vous faites un graphe d'un compte qui a 500 000 followers, Valérie Pécresse, qui vous voulez, il y aura de 50 à 500 fois plus de liens entre les gens. Et 500 fois 500 000, ça commence à faire beaucoup, sûrement trop pour WordPress, sûrement trop pour Giphy, et du coup ça peut valoir le coup d'échantillonner. Ces fréquencies, c'est en gros pendant que vous avez téléchargé, et vu que ça peut mettre des plombes, régulièrement il va faire des sauvegardes, mais si vous en faites trop, au final vous allez passer plus de temps à sauvegarder qu'à télécharger.
Donc ça, c'est, je lui dis, tous les 2000 comptes téléchargés, fais une sauvegarde. Et filtering light, c'est pour quelles informations je veux. Donc filtering, il y a 3 modes. Filtering, il y a le mode filtering, il y a le mode full. Donc vous allez récupérer toutes les informations des comptes, c'est-à-dire vous aurez donc les bios, les noms, les nombres de followers, mais vous aurez aussi par exemple des liens pour télécharger leur avatar. Vous saurez est-ce qu'ils sont certifiés, quand a été créé leur compte. Enfin, il y a énormément d'informations, dont 90% qui sont strictement inutiles parce qu'ils seront vides pour quasiment tout le monde. C'est si la personne a rempli vraiment tout son profil. Le mode light, donc c'est avec le nom. Donc le nom, c'est le nom qui est affiché. Et le screen name, c'est le nom qui est après le arrobase. Follower count, friend count, donc le nombre de gens qui le suivent, le nombre de gens que lui suit, quand il a été créé. Default profil image, c'est est-ce qu'il a une image par défaut. Ça, on l'a laissé dans le minimum parce que ça peut être très pratique pour savoir, pour détecter les comptes faits n'importe comment, les comptes de bots avec qui suivent personne et qui sont suivis par personne et qui ont laissé tout par défaut, et ça permet de le voir. Et du coup, la différence entre light et minimum, c'est la description. La description, c'est la bio. Pourquoi on a mis description à côté? Parce que des fois, suivant ce que les gens se sont amusés à rentrer dans la description, ça peut faire planter Giphy. Ça peut vous faire des choses supplémentaires. Donc si vous n'avez pas l'intention de faire des analyses sur les bios des gens, d'aller lire les bios des gens, en tout cas pas via la donnée brute, autant tout mettre en minimum. Moi, vu que je fais un peu d'analyse, je mets en light. Donc une fois que j'ai ça, donc user, non, j'ai dit, il m'embête, j'ai dit que je voulais télécharger FGAX, je voulais télécharger ça, je lance. Alors j'ai déjà téléchargé la donnée, du coup ça va très très vite, mais la première, il me dit que j'ai tout en cache parce que j'ai déjà téléchargé. Mais il va quand même faire que vous ayez tout ou pas, il va quand même aller regarder tous les followers de FGAX, mais ce qui est très rapidement, pour voir est-ce qu'il y en a des nouveaux ou pas. Ça, c'est un truc qu'il fait, même si vous avez tout en cache, il fait à chaque fois, parce qu'il ne sait pas si ça a planté en plein milieu, il ne sait pas si votre cache, il est vieux ou pas. Donc il va quand même récupérer tous les gens. Donc ça, c'est un truc qu'il a appelé l'API, et là, il a commencé à aller choper les amis donc de tous les followers de FGA, et vu que je les avais déjà en cache, ça a été instantané. Et du coup, là, on va pouvoir s'amuser avec la donnée. La donnée, donc donc ça, c'est Twitter Graph. Dans le fichier out, qui est le fichier par défaut, vous pouvez le changer, mais par défaut c'est l'endroit où il met toutes les données. Il m'a créé un fichier FGAHX. Donc là on a un cache, ce qui se sert si jamais vous interrompez, vous lancez, il se fiera sur le cache pour savoir ce qui a déjà été fait, pas tout reprendre du début. Et surtout, il vous a créé un fichier node. Donc le fichier node, c'est un CSV, donc CSV, comma séparé de value, c'est un fichier où en gros la première ligne c'est le nom des colonnes avec des virgules entre tous, et toutes les autres lignes c'est les utilisateurs qu'il y a derrière. Et donc là on voit, on a un compte de Monsieur Sociocho. Donc là l'idée, l'ID, c'est un identifiant unique utilisé par Twitter pour repérer des gens, mais donc la description, le screen name, donc c'est Xavier Ma. Et toutes les autres informations, et c'est ça directement qu'on va charger sur Giphy, et Giphy saura quoi en faire. Et il y a un autre fichier qui s'appelle Edge.
Oui, si tu veux. Il y a un autre fichier qui s'appelle Edge et en gros, donc ça c'est une colonne ID, c'est juste dans l'ordre, et en gros qui fait source, donc l'utilisateur qui a le numéro 1510 suit l'utilisateur qui a le numéro 1410. Et c'est avec ça qu'il va générer les liens. C'est avec ça qu'il va générer les liens. Donc après, on ouvre Giphy. Donc ça, quand on ouvre Giphy, par défaut, ça ressemble à ça. Et on ouvre Giphy. Et on n'a plus qu'à importer les données. On n'a plus qu'à importer les données. Donc par défaut, lui, c'est que c'est les nodes. Il est content. Il va importer les nodes. Donc il vous demande si vous voulez télécharger tous les colonnes ou pas. Oui. J'ai déjà pris les plus utiles. Donc nouveau workspace pour un nouveau projet. Attention, il y aura une subtilité plus tard, il faudra faire attention. Et du coup là, il m'a placé un point par compte que j'avais. Donc FGA a été suivi par 361 personnes. Il y a 361 points. Donc là, on a juste des points. On ne connaît pas les liens qui sont entre eux, donc c'est largement insuffisant. Après, on va importer les edges, mais attention, ça va planter. Là, il reconnaît une matrix, mais c'est pas une matrix qu'on veut, nous, c'est des edges. Et quand on fait un edge, il reconnaît pas. Ça, c'est un bug qui arrive que dans Giphy 0.9.3. Et vu que c'est la dernière version, je vous encourage d'utiliser ça. Pour l'instant, dans le code, il y a un problème. En gros, Giphy refuse d'importer des edges si il refuse d'importer des edges sous le format actuel. Donc je rouvre le fichier Edge. Donc sur Starget, ça lui va bien, mais ça l'embête que la première colonne n'ait pas de nom. Je vais juste l'appeler ID. Et pour l'instant, le code, quand il sera patché, si ça marche, tant mieux. Mais pour l'instant, le code, il est un peu embêtant. Donc il faut ajouter ID. Et maintenant, c'est bon, il reconnaît les edges du premier coup. Il sait que ID, source, target, il est content. Donc là, il a vu qu'il y avait 332 ID différents dans le tableau d'Edge, et pour 7990 Edge, donc 7990 liens entre des gens dessus. Là, on fait très attention, il ne faut pas faire New Workspace, on est toujours dans le même projet, donc il faut faire que ces Edges se mettent sur le projet actuel. Sinon, vous allez avoir deux projets différents, un avec vos edges, l'autre avec vos nodes, et ça va vous embêter. Donc, il a reconnu les edges, il a reconnu les nodes, donc il a reconnu les ID. Il a su que tel node, là je vous ouvre le Data Laboratory, c'est l'endroit où vous pouvez visualiser la donnée que vous avez importée. Donc il a reconnu que même Xavier, donc il y avait cet ID là, il a regardé dans le tableau d'Edge et il a vu tous les endroits où il y avait cet ID là, et il a tracé des traits entre Mamie Xavier et tous les gens que Mamie Xavier suit, et que tous les gens qui sont suivis par, enfin tous les gens qui suivent Mamie Xavier. Donc vous avez la version la plus simple possible. Donc là, en gros, on va organiser ça pour avoir autre chose qu'une palette de laine. On va faire tourner différents algos. Les algos donc 3 algos. Un algo pour la spatialisation, c'est-à-dire un algo pour savoir est-ce qu'il est plus rentable de le mettre ici, ou de le mettre ici, de le mettre ici, de le mettre ici, par rapport à, on va le mettre près des gens qui sont proches de lui, près des gens avec qui il est lié. Après, pour donner une taille, parce qu'il y a 361 personnes, on ne va pas aller chercher avec une loupe, on veut essayer de voir les plus importants par rapport à un critère donné, et on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des couleurs pour qu'on voie mieux des groupes à l'œil nu. Parce que là, on fait de la visualisation. Le but, c'est pas d'avoir une science exacte où chaque résultat d'algo est quelque chose de gravé dans le marbre. Là, le but, c'est de faire en sorte que on a des centaines ou des milliers ou des millions de données, et on veut faire en sorte que quelqu'un devant son PC puisse dire « Ah, je comprends pourquoi ces données sont comme ça. Ah, j'ai vu qu'il y a ça et ça qui apparaissait. »
il y a tel et tel élément qui apparaissent, je vais plus m'y intéresser, je vais faire d'autres analyses, je vais faire d'autres choses, mais en tout cas, le but, c'est qu'un humain puisse se dire, c'est logique, tiens, j'y avais pas pensé, et que ça fasse des déclics comme ça. Donc les algos que je vous conseille, c'est le PageRank, c'est un algo, vous pouvez les laisser paramètres par défaut, ça souvent des trucs pas mal. PageRank, en gros, c'est pour déterminer l'importance. Comment il fonctionne? En gros, pour déterminer l'importance de ce nœud-là, il va prendre n'importe quel nœud, il va prendre ce nœud-là, il va pouvoir courir, il va faire des sauts aléatoires, il va faire des sauts, il va faire des sauts, il va faire des sauts, et il va regarder en combien de temps il arrive ici. Et il va faire ça des dizaines de fois ou des centaines de fois par point. Il va donner un score en moyenne, en sautant aléatoirement partout, j'arrive à cet endroit-là en tant de coups. Et il va faire ça pour tout le monde, et après il va faire une comparatif. Bon, il y en a un que j'ai mis en moyenne, faut que je parcours, que je fasse 100 sauts pour atterrir dessus, et l'autre, il est au milieu de tout, il faut juste que je fasse un seul saut, parce qu'il y a vraiment tout le monde qui est relié à lui, et ben celui qui faut que je fasse un seul saut, je vais lui donner le score minimum, et celui qu'il faut que j'en fasse 100, je vais lui donner le score, le score maximum. La deuxième algo, donc ça on peut déjà, donc ici vous avez comment changer la couleur, ça c'est pour la couleur, ça c'est pour la taille. Vous allez dans ranking, donc on va faire un classement par rapport aux gens. PageRank, c'est quelque chose qui est apparu, qui n'était pas à la base, qui est apparu après que j'ai cliqué sur le bouton Run de PageRank. Et on a déjà, il nous propose déjà quelque chose. Vous pouvez changer les valeurs pour que ce soit plus visible. Il dit déjà, ce compte-là, il est relié à beaucoup plus de choses que ce compte-là. Et que ce compte-là. Et ça se voit, il y a beaucoup plus de liens sur ce compte-là que ce compte-là. Et du coup, statistiquement, on a beaucoup plus de chances d'atterrir sur lui que sur lui si on parcourt tout. Le Talgo, c'est Modularity. Il y en a deux. Pour de la donnée Twitter, c'est beaucoup mieux d'utiliser Modularity. L'autre est beaucoup plus précis, mais donc il y en a principalement deux, Modularity et Statistical Inference. En gros, les deux, c'est pour vous faire des communautés, c'est pour essayer de mettre des couleurs pour dire ce groupe-là a plus de liens, est un ensemble plus cohérent que tel autre groupe. Donc c'est pour déterminer des groupes, des communautés. Et LUT met plus de temps et en fait marche moins bien quand il y a énormément de liens par rapport au nombre de nœuds. Et vu que bon, on a déjà quasiment 8000 nœuds pour, 8000 liens pour 400 nœuds, donc 8000 edge pour 400 nodes, vous vous doutez bien que si on avait 10 000 nodes, on aurait peut-être 800 000 edge, ce genre de choses, ça monte très vite. Donc, moi je préfère beaucoup Modularity. Vous pouvez laisser les valeurs par défaut, la seule que je vous conseille potentiellement de changer, c'est la résolution. On va le lancer deux fois. À 1 c'est très bien, c'est déjà très bien pour voir. Donc là, en fait, il vous montre son résultat, c'est-à-dire qu'il a surtout détecté, vous voyez, ça c'est le nombre de nœuds qu'il y a par communauté, donc il a détecté plein de petites communautés, ça c'est pas super, c'est sûrement des nœuds qui se retrouvent tout seuls, et surtout il a détecté deux très grosses communautés. C'est peut-être logique, c'est peut-être pas logique, ça on vérifiera plus tard. Et ici, avec la couleur, donc Modularity class est apparu, donc j'ai cliqué sur un palette, sur partition, partition c'est pour faire des groupes, et il a détecté plusieurs communautés, donc deux grosses, une à 52%, l'autre à 36%, et les autres qui sont vraiment secondaires. Bon, on verra si ça sens ou pas, mais on peut le relancer si on baisse la résolution en fait. Il va essayer plus de découper, il va plus essayer de découper, et du coup, il va découvrir plus de communautés. Là, il en a découvert 3 majeurs et 2 mineurs. Vous pouvez cliquer sur palette générée, donc par défaut, oui. Et ça va vous générer des couleurs. Des couleurs qui sont un peu différentes les unes des autres, pour que pas que vous ayez à choisir les choses à la main, ça peut être assez rébarbatif. Donc là, il nous a détecté plus de communautés parce qu'on lui a dit découpe plus fort en fait.
On lui a dit, essaye d'étirer plus le graphe, de trouver plus de choses. Et si j'avais baissé, si j'avais monté si j'avais monté la résolution, il aurait détecté moins de moins de communautés. Il en aurait peut-être détecté vraiment 2 au lieu de 2 plus des mineurs. Là, on en aura peut-être eu juste 2. Et si je l'avais monté à 10, on en aurait peut-être eu une seule, quoi. Ce qui sert à rien. Donc là, on a donné une taille, on a donné des couleurs, on a essayé de détecter des communautés. Ce qu'on va faire, c'est le placement des points était aléatoire quand on l'a ouvert, il n'a pas bougé depuis. Donc on va essayer de placer les points. Donc en Force Atlas, c'est très bien pour placer les points, c'est un système de force. En gros, ça marche comment? C'est chaque lien va attirer les comptes. En gros, lui, il va être attiré par lui, ces deux-là vont être attirés parce qu'ils ont un lien entre eux. Donc chaque compte qui est attiré va avoir un lien. Et chaque compte qui n'ont pas de lien, chaque compte qui n'ont pas de lien, vont être repoussés. En gros, lui et lui, ils ne partagent pas de lien entre eux. Ces deux-là, ils ne partagent pas entre eux. Et du coup, ils vont être repoussés. Et en plus, il y a une gravité qui fait qu'on va quand même essayer de maintenir un peu tout au centre pour que pas qu'il y ait des nœuds qui s'échappent et qui soient à des milliers de kilomètres et qu'il faille une image à 100 000 pixels juste pour voir quoi que ce soit. Donc, j'ai juste cliqué sur Play avec les paramètres par défaut, ce qui nous donne ça. Bon, c'est pas forcément top. Donc, on va ajuster les paramètres. Déjà, je vais dézoomer et je vais afficher les textes, donc les noms des gens, pour voir. J'ai plein de comptes qui se sont barrés super loin. Ça, déjà, je vais augmenter la gravité. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de nœuds, ça veut dire qu'ils ne sont pas beaucoup repoussés, et hop, vous avez vu, ils se sont tous repointés. Donc j'ai augmenté la gravité. Par contre, ça fait que tout est superposé, tout est concentré au centre. Là, non, Stronger Gravity, je vous le déconseille très souvent de le faire, parce que Stronger Gravity, en gros, ça fait que la gravité est tellement forte que tout se transforme en cercle, en fait, quasiment à chaque fois. Donc, pour le type de données qu'on a sur Twitter, je vous le déconseille. Donc, on va augmenter le scaling. Le scaling, c'est quoi? Le scaling, c'est la force où les nœuds se repoussent. En gros, là, les nœuds se retrouvent beaucoup plus séparés, parce que je leur ai dit, quand deux nœuds sont pas liés, je veux qu'ils se repoussent beaucoup plus fort. Je veux qu'ils se repoussent beaucoup plus fort. Donc ça, c'est les principaux paramètres. La gravité, le scaling. Je vois qu'il y a encore des trucs qui superposent, qui se machin et tout ça. Je vais faire un Prevent Overlap. Quelque chose que j'ai oublié de dire. Là, c'est un tout petit graphe. Tout passe super vite, tout est instantané comme vous l'avez vu. Quand vous en avez un plus gros, il faut faire approximate répulsion, ce qui fait qu'il est beaucoup moins précis, vous voyez, il déconne beaucoup plus, mais ça ira beaucoup plus vite. Là, on a 300, ça va. Si on en avait 50 000, que j'avais pas fait approximate répulsion, ça aurait pris une éternité. Une fois que j'ai à peu près la forme qui me semble correcte, je fais un Prevent Overlap, et ça prend énormément niveau performance, niveau machin, c'est beaucoup plus long. Déjà, vous voyez, il s'agite beaucoup moins. Donc, j'ai bien désactivé Approximate Répulsion, fait Prevent Overlap. Prevent Overlap, il va faire en sorte que jamais deux nœuds soient superposés. Tout à l'heure, des fois, on en avait qui étaient un peu proches l'un de l'autre. Genre lui, si je le rapproche des autres, les autres se barrent, quoi. Donc, le but, c'est de vraiment pas qu'ils se repoussent forcément plus, mais tout au moins qu'ils se superposent jamais. Et ce qui est super important, sinon c'est illisible. Après, quand on en a des centaines de milliers, bon, on peut peut-être se permettre que ça superpose. On va peut-être moins regarder, zoomer sur un compte, mais sinon c'est beaucoup plus joli s'il se superpose pas. Donc là, on a déjà quelque chose qui est visible. Là, quelque chose qu'on peut déjà se regarder, bon, l'algo qui a déterminé les groupes et l'algo qui a déterminé les placements sont dans l'ensemble assez d'accord entre eux.
En gros, j'ai bien deux groupes différents, bien séparés. J'ai pas de rose parmi les bleus, j'ai pas de bleu parmi les roses. Je suis déjà content. Mais quelque chose que je pourrais vouloir tout à l'heure, j'ai forcé la modularity. Tout à l'heure, j'ai fait en sorte que j'avais mis 0,07, je crois, pour que ça découpe beaucoup. Et je vois que, bon, est-ce que ça vaut le coup que je mette les verts est-ce que les verts là, ils aient un sens qui soit pas parmi les bleus? Est-ce que je vais aller à ce point de détail? Est-ce que c'est important ou est-ce que moi dans ma visualisation, ça serait beaucoup plus simple d'expliquer que tous les bleus sont ensemble? Donc en gros, je vais voir, je vais déjà tester si l'algo est d'accord que tout cela sont ensemble. Donc je vais mettre une valeur plus haute. Donc je vais remettre la valeur par défaut à 1 et qui m'a détecté surtout deux groupes, ce qui correspond à peu près à ce que je vois. Donc je vais dans la palette, générer. On peut changer pour avoir des trucs de type de couleur et autres, mais ça me va très bien. Et quand je mets une valeur normale, donc c'est-à-dire que je la baisse pas, très souvent c'est très bien. Quand j'ai une valeur normale, je vois que ça correspond beaucoup plus à ce que je vois. Peut-être que je me dis, bon, est-ce que l'algo, si je mettais une valeur entre 1 et 0,8, est-ce qu'il aurait moyen de me dire, ces comptes-là qui sont assez partagés, qui sont suivis par les verts et par les bleus, est-ce qu'il pourrait me les mettre dans une autre couleur? Et déjà, est-ce qu'il serait d'accord? Est-ce qu'il trouve qu'ils sont vraiment partagés? Et hop, donc je recommence la procédure. Donc j'ai lancé un modularity avec 0,08 au lieu de 1. Hop. Et il m'a vraiment trouvé trouvé que oui, ces nœuds-là sont bien partagés, donc ça peut être intéressant que ces nœuds-là soient dans d'autres couleurs. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre en avant. De toute façon, on fait de la visualisation. Tout ce qu'on fait, c'est pour mettre telle ou telle donnée en avant et que ça soit lisible à un humain. Et vraiment que ça soit lisible et qu'il puisse dire ça a du sens, que lui soit en bleu, parce que lui, il est suivi par presque autant de vert que de violet, et en plus il se trouve au milieu, donc ça a du sens qu'il ait sa propre couleur. Vous pouvez tricher, hein, vous pouvez tout changer à la main, mais si vous changez quelque chose à la main, vous n'êtes pas sûr que ça correspond à une réalité. Alors que l'algo, lui, j'ai peut-être changé des paramètres, mais l'algo a toujours marché comme il devait marcher. Donc je suis assez content de ce résultat. Je vais aller côté preview. Donc preview, c'est là où vous allez voir la tête du résultat final. Et je vais lui dire, affiche-moi ça. Donc il m'affiche comme ça. Bon, perso, je trouve pas ça très joli, je trouve pas ça très visible. Premier truc que moi j'aime bien faire, c'est une préférence personnelle. Je préfère sur fond noir. C'est totalement personnel. On va afficher les labels. Donc dans le Data Laboratory, il y a une colonne label avec les noms des gens. Tiens, coucou, je suis là. Avec les noms des gens, donc on va afficher les labels et on va pas les afficher en noir, vu qu'on est sur fond noir, on va les afficher en blanc. Donc dans le color, hop, et je recharge, il m'a affiché tous les labels. Par contre, un truc, tiens, pour que vous voyez mieux, lui je vais le mettre à l'écart. Un truc, c'est que il vous affiche les labels. Donc, je vais ouvrir Twitter et je vais vous montrer la différence entre un label et un screen name. Par exemple, avec Messire Valentin, qui apparemment voulait regarder la vidéo. Valentin. C'est quoi son screen name? Donc, son screen name à Valentin. Je vais aller chercher. Il y a combien de Valentin? Est-ce que c'est celui-là? Je ne sais pas. Ah bah tiens, Valentin c'est un des nœuds les plus grands. Donc je vais prendre les pageants je vais prendre les pageants les plus hauts. Donc c'est cela. Oui, on voit Valentin avec un petit avion. Et on voit que son screen, donc Valentin c'est avec 2 N. C'est pour ça que je ne le trouvais pas. Valentin, c'est ça. Je cherche Valentin sur... Ouais. Ah, désolé, j'arrive. Donc Valentin, c'est ce monsieur.
Donc ça, c'est ce qu'il y a dans le label et ce qu'il y a dans name. Donc vous voyez Valentin avec un petit avion. Et son screen name, c'est ça. Donc le screen name, c'est le truc qui change très rarement, qu'on peut faire demander de changer, mais qui change très rarement, et qui peut pas contenir de caractères spéciaux, d'émoticônes ou de choses comme ça. Et sauf qu'on a vu, en fait, les émoticônes, ça bug. Il n'arrive pas à l'afficher dans le preview. Peut-être qu'il pourra l'afficher et tout ça, mais de toute façon, vous voyez, on peut aussi mettre toute une phrase. Et en gros, ça va faire sale si chaque compte a toute une phrase qui peuvent changer à tout moment et qui n'ont rien à voir avec le compte. Donc ce que je vais faire, je vais lui demander d'afficher plutôt les screen names plutôt que les names. Donc au lieu d'avoir le conducteur lyonnais, je vais avoir le CR de Lyon. Comme ça, je serai sûr qu'il n'y aura pas des caractères spéciaux, des emojis, des trucs qui rendront pas très jolis. Donc comment je fais ça? Je fais copy data to other column, donc c'est-à-dire il va copier une colonne dans une autre. Donc je lui dis de copier les screen names dans les labels. Screen name dans les labels. Et du coup, au lieu d'avoir Valentin avec quelque chose, il va juste me mettre Valentin, il va juste me mettre les champs par défaut. Il va juste me mettre ce qui est après le arrobase, qui respecte déjà les règles de Twitter. Et si ça va pour Twitter, pour dire c'est affichable, il n'y a pas de caractères spéciaux, c'est pas trop long, et ben ça ira bien pour mon graphe. Hop, je vais lui remettre un petit coup de ça pour qu'il remette ici. Donc je tiens un graphe comme ça. C'est moche, c'est illisible, il y a tout qui superpose, il y a tout qui machin. Donc, mais j'ai envie, en gros j'ai envie de quelque chose d'important pour moi, je vais pas mettre Valentin à 10 km, j'ai envie que ça conserve une certaine cohérence, ça reste les résultats de l'algo. Donc première chose que je peux faire, je peux juste aller dans PageRank, et PageRank, ça, c'est je lui dis le nœud le plus petit, et donc le nœud qui a le score le plus mauvais, tu lui mets telle taille, et le nœud qui a le score le plus haut, tu lui mets telle taille. Donc je peux déjà un peu rétrécir l'écart entre les gens, pour éviter que Valentin fasse des kilomètres. J'ai pas besoin qu'il soit visible de la lune, on a un tout petit graphe, donc je vais lui dire, donc déjà les nœuds les plus petits, tu me les mets en taille 5, et les nœuds plus grands, tu me les mets en taille 50. Donc en gros, ces petits nœuds là, il les a fait grandir, et celui-là, il a fait bien rétrécir. Je remets un petit coup de ça pour qu'il prenne en compte les tailles des nœuds. Genre si jamais lui je l'avais passé en 300, tout superposé, et je remets un petit coup d'algo de placement pour qu'il me les réécarte. Et là, vu que je le remets en 50, c'est tout petit, il n'y a pas besoin d'autant d'écart, donc je lui remets un petit coup, et c'est remis comme ça. Donc déjà, ça va faire en sorte qu'il y a moins des énormes pseudos qui vont vomir sur les autres. Mais il y en a toujours un peu. Donc je vais agrandir le graphe. Expansion, seule chose qu'il fait, c'est il agrandit du facteur que vous voulez. Donc c'est-à-dire ça, je veux que ce soit 20% plus grand. Et juste, il me fait grandir l'échelle, c'est-à-dire les noms seront plus petits en proportion du tout. Vous avez vu, Lustublog ça vomit moins, tout vomit moins. Je suis déjà un peu plus content. Lustublog, par contre, je vois que ça s'overlap et tout ça un peu. Je peux très légèrement aller les bouger. Donc lui, c'est Lustublog. Donc j'appuie ici pour en voir les noms. Et lui, je vais très légèrement les faire bouger pour pas trop qu'ils se superposent. Genre, lui, il a un nom grand. Ce chose de ça, comme ça, voilà. Je fais ça très légèrement. Il ne faut pas fausser le graphe. Il ne faut pas que Valentin finisse autre part et que en lisant le graphe vous vous dites ah tiens Valentin en final il est plus proche des verts alors que c'est faux. Donc il ne faut pas trop les faire bouger. Mais vous pouvez très légèrement à la mano le faire pour des petits graphes. Quand les graphes deviennent énormes, en fait cette partie-là commence à laguer énormément. Donc je vous conseille de tout faire sans les yeux, c'est-à-dire de couper le graphe, carrément de couper cette fenêtre. Donc comme ça, il rame plus et essayer de vous afficher un rendu que de toute façon vous ne verrez pas parce que ça rame. Mais et de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous pouvez le faire à l'aveugle. Et en preview,
En fait, lui, ce qui fait que là, si vous voyez, je clique sur un fresh et il prend quand même quelques secondes. En fait, ce qui prend quelques secondes, c'est d'afficher tous les liens. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'edge que de nodes. Il y a beaucoup plus de liens que de comptes. Donc, juste ici, lui dire ne m'affiche pas les liens. Voilà. Vous voyez, c'est totalement instantané. Et ça, si j'avais 10 000 comptes, ça irait aussi super vite. Alors que si j'avais 2000 comptes et que je lui disais affiche les edges, et ben ça rendrait beaucoup plus. Par contre, là, encore un autre truc de visibilité, je trouve que c'est pas très lisible, c'est-à-dire j'ai un sacré paquet de nœuds, mais en gros, il y a peut-être des endroits où ça s'overlap tellement, en fait, je peux pas faire voir la différence entre un endroit où il y a 10 000 liens qui sont les uns par au-dessus des autres, par rapport à un endroit où il y a peut-être un seul lien, mais vu qu'il est opaque, je ne sais pas s'il y en a un autre en dessous. Donc on peut changer l'opacité. L'opacité, c'est ici, faire en sorte que les liens soient visibles, mais plus transparents. Et ce qui vous montre vraiment, si vous le baissez beaucoup, ben vous voyez vraiment la différence. Vous voyez vraiment ici, il y a beaucoup plus de liens que ici, par exemple. Et inversement, du coup, à l'œil, vous pourrez vous dire, tiens, ici, les gens sont beaucoup plus liés que ici. Les roses sont beaucoup plus liés que les verts. Voilà, c'est juste des petites choses comme ça. Bon, là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de liens entre les deux, on les voit plus trop, je vais quand même leur augmenter. Leur augmenter un peu, qu'on aperçoive quand même les rouges et les bleus. Flying to F, je vais le baisser très légèrement. Hop, je vais afficher, donc dans Windows, si vous fermez quoi que ce soit, dans Windows, vous pouvez tout afficher. Là, c'est le champ graph. Et Flying to F, je ne sais même pas qui superpose avec le crazy. Hop, hop, et il s'est redécollé. Donc, une fois ici, on a à peu près ce qu'on voulait. Donc, on fait un export. Donc, je le mets dans le fichier que je veux. Je lui dis, donc c'est un export PNG, on fait juste une image. Je lui précise la taille que je veux. Bon, mettez la taille que vous voulez, 5000 par 5000 et autres. Sachant que tous les endroits qui sont en noir uni, au final, ils pèseront rien. Le format est assez intelligent pour dire, s'il y a un énorme carré noir, et ben tu me le mets enfin, il compresse tout, et qui fait en sorte que si vous avez une image de 10 000 par 2000 toute noire, ou une image de 10 par 10 pixels toute noire, et ben elles auront quasiment le même poids. Et le format est assez intelligent pour ça. Donc là, je lui dis 5000, pourquoi pas. Je fais un save. Donc il m'a exporté quasiment instantanément. Pour les plus gros, forcément, ça sera beaucoup, beaucoup plus long. Ici, j'ai mon image. Et j'ai une surprise. Donc là, j'ai une surprise. Il m'a mis tout ça tout petit ici. Pourquoi pourquoi il n'a pas zoomé dessus et pourquoi ça arrive ici. Donc ça, c'est une petite blague qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à la gravité. Tous les petits comptes qui sont liés à personne, eh ben il les a expulsés. J'ai pas mis assez fort la gravité et du coup il les a expulsés. Donc, faut que je me pose la question. Est-ce que je veux les afficher? Si je veux les afficher, faut que je mette une plus grosse gravité, comme ça ils vont se rapprocher, ou je les rapproche à la main, ou je les affiche pas du tout. Est-ce que j'en ai rien à péter de ces trucs-là? Ils sont 4, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Pour les supprimer, vous pouvez aller dans Filtre, Topologie, et Giant Component. Giant Component, ce qu'il va faire, c'est il va faire un filtre qui va ne pas afficher tous ceux qui ne sont pas liés à l'énorme ensemble de tous les points. Hop, donc c'est-à-dire, il m'a enlevé 9% des nœuds, et maintenant j'ai dézoomé, je ne vois plus tous ces petits comptes-là. Si je l'arrête, ils réapparaissent. Hop, et si je remets le filtre, ils disparaissent. Dans Preview Zoomé ici, je ne vois pas de différence, mais je vais refaire mon export. Hop, j'ai refait l'export. Et magie, il m'a zoomé dessus. En gros, ce qui s'était passé... ça change là?
Ou c'est juste le 5000 par 5000 c'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que en gros, il a plus besoin de dézoomer pour essayer d'afficher tous les petits comptes, même les minuscules qu'on verra jamais et qui sont à perpète. Là, vu que les autres ils ont été filtrés, et ben tout va bien pour lui. Alors, il m'a refait le petit bug. Il y a un petit bug dans Giphy qui fait que ça va afficher ça. Si vous le remodifiez pas, et bien des fois il met la valeur par défaut mieux au lieu de mettre la valeur affichée. C'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça, c'est le soft. Le soft, il fait le café, il est gratuit, donc on va pas se plaindre. Et du coup là, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus zoomable. Il m'a vraiment mis en compte, il a vraiment fait une image de 5000 pixels par 5000 pixels, on peut zoomer. Bonjour Flavograph, ce compte il est très bien, je vous conseille de le suivre. Et on voit que je suis ni d'une team ni d'une autre. Et c'est ce qui est rigolo, c'est que si on regarde, donc Valentin Illustublog, on va dire que c'est les boss chez les violets, et Walligator et Chouchou Girl, c'est boss chez les verts. Hop. Et on voit que Valentin passe sur transport info, mais surtout il a un petit avion. Lustublog aussi, il a un petit avion dans la description. Et je vous spoil, en fait, c'est des comptes qui parlent d'aviation. Et Walligator, c'est des comptes qui parlent de SNCF. Et là, en fait, on a deux communautés. Une communauté qui parle surtout d'aviation, Fly2F, Peur Avion, voilà, pilote. Et une communauté qui parle beaucoup de la SNCF, des trains, petits conducteurs, communauté TER Lyon, contrôleur. Et du coup, on peut expliquer simplement pourquoi ces comptes sont là. Et vu que moi qui suis ici, je suis pas plus un passionné, je suis quelques comptes, mais je suis pas plus un passionné plus de train que d'aviation, et ben je finis un peu entre les deux, pareil pour Granager, Adrien ou Blaster. Et voilà comment faire un graphe de base, comment faire un truc qui est vaguement joli, qui est lisible, surtout qui est important, qui est lisible, que vous pouvez repasser dessus et vraiment tout lire et tout comprendre. Par comprendre dans le sens où c'est un sens où vous dire c'est vraiment logique que les fans de train soient à l'écart des fans d'avion. Ça, c'est quelque chose qu'on voit après en essayant de comprendre. Mais tout ce que les algorithmes ont fait, au final, ils nous donnent un résultat qui est logique et qui correspond à une réalité. Oui, c'est normal que les fans d'avion se suivent plus entre eux que les fans de train, par exemple. Et voilà pour la petite presse. Là, j'ai prévu de faire la même chose pour l'Ustublog. Et je vais pas forcément record, histoire que la vidéo soit pas trop longue. Mais juste, il y aura un peu plus de choses. Je vais appliquer les tips que je vous ai donnés pour que ça aille plus vite. Parce que l'Ustublog est suivi par 6000, 7000 personnes. Donc ça commence déjà à être un petit peu plus long que là qu'un graphe à 360 personnes. Avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que vous avez des questions? Ouais, salut. Alors, Non. moi, j'ai des questions, c'est peut-être un peu long, donc peut-être tu peux couper le live avant. Parce que moi, je me pose des questions. Pause et je déciderai après. Bah, tu sais, c'était un peu les mêmes questions que. Bah, tu sais, je t'avais posé ça déjà sur le chat. En Ouais. fait, c'était. Alors, il y en a plusieurs. Ça, c'était en fait. Moi, je veux faire ça, tu vois, mais pas avec Twitter. Donc, en fait, je vais tout coder à la main. Et je veux savoir comment. Bah, déjà, en fait, sur ton Excel, en fait, sur ton CSV, comment tu tries les données, en fait, parce que moi, y a c'est aucun... sympa de prendre. Bah en fait, il n'y a aucun tri des données. Il y a aucun. Moi, techniquement, je fais rien. Le contenu de. Le contenu de. Le contenu de Node, c'est les réponses. Texto, c'est les réponses que m'a donné Twitter. Ici, dans le graphe, en gros, Twitter m'a donné des réponses sous format JSON. Et juste, dans le code, quelque part dans le code,
il y a, je lui dis, dans le code, c'est marqué, mets ces informations-là sous format CSV et enregistre-les-moi sous format CSV via la commande tout CSV. Voilà, c'est le seule chose qui se passe. Je ne trie pas la donnée, je ne fais aucune opération sur la donnée, je change juste de format. C'est-à-dire, il y a eu un data frame qui a été créé. Donc, FromDict, c'est un dictionnaire, c'est plus ou moins une liste ordonnée et autres. Et donc, je charge pas, je crée un data frame. On utilise Panda sur Twitter, Twittergraph, on utilise Panda. C'est marqué dans les imports. Il est où? Il est là. Panda SPD. Oui, il est grossier aussi. On utilise Panda et on lui dit charge-moi un dictionnaire. Donc ça fait un data frame et ce data frame là, convertis-le-moi en CSV et c'est tout. Ça s'arrête là. Et on fait exactement la même chose pour les edges. Donc pour les liens entre les gens. C'est des données qu'on récupère directement. Juste Twitter me dit tel compte suit tel compte. Donc il me donne un from et un source. En gros, fais une flèche entre tel compte et tel compte. Et juste, on a 2-3 trucs pour, par exemple, edge ratio, c'est pour faire un échantillon. Si on veut pas tous les edges, si on veut qu'aléatoirement, ils nous en prennent 10%, ce genre de choses. Et après, tout CSV, ça s'arrête là. Aucune manipulation de la donnée. Ok, mais sur ton... quand tu mets sur ton CSV, tes edges, en fait, ça se définit comment sur ton Excel, en fait? Parce que Si moi, c'est ça va pas être du tout par rapport à Twitter, donc Oui, c'est ben pour ça. mais sur un edge, c'est le plus simple possible. Donc ID, c'est juste pour mettre un numéro pour dire cet edge-là, il a cet ID-là, mais c'est un truc totalement bidon. Et il y a une colonne source, donc une colonne le compte A, et une colonne le compte B. Et du coup, on sait que Ok. le compte A suit le compte B, et ça s'arrête là. C'est un tableau, Ok. vraiment un tableau à chaque fois. À chaque fois, on a le compte A, le compte B, donc deux colonnes, c'est tout. Et c'est ça qu'on exporte, c'est ça qu'on importe. C'est le format le plus basique qui soit. Et on fait aucune Ok, ok. manipulation de données. Est-ce que, Ok, super. est-ce que les copains ont d'autres questions? Oui, une Moi, je question. reviens. Ah, Je laisse faire. Merci. Merci pour la présentation déjà. pas de quoi? J'ai une question, c'est quel est le maximum de le plus gros compte que t'aies fait en termes de cartographie? Et deuxième question qui en découle, est-ce qu'il y a un moment donné un threshold où le compte est tellement gros que faire une carto n'a plus vraiment de sens parce qu'il y a beaucoup trop de monde et du coup il y a beaucoup trop de communautés peut-être? Alors là, il y a donc le plus gros que j'ai fait, il y a plus gros sous deux sens. Par exemple, j'ai fait Valérie Pécresse, qui je crois a 400 000 followers, mais un nombre de followers, c'est pas forcément un nombre d'edge. Et au final, ce qui bloque le plus, la carto qui prend de plus en plus, c'est les edge, parce que on a des communautés où les gens vont être très très liés. Donc, par exemple pour son node, eh ben on va avoir 100 au carré. Tout le monde se connaît, donc on va avoir 100 nodes au carré. Chaque compte connaît chaque compte. Et du coup, ça monte extrêmement vite. Ou des communautés où par exemple comme ça, où on va avoir des groupes bien distincts, où il y a un violet suit très peu de vert, on le voit ici, si on met la flèche sur flanc et héros, il nous met en surbrillance tous les autres comptes qui suivent ou sont suivis par flanc et héros, et on voit qu'il y a extrêmement peu de vert, et du coup, ce qui limite beaucoup le nombre d'edge. Donc les plus gros que j'ai fait pour l'instant, c'est aux alentours de 500 000 followers en termes de nombre de nodes, mais le plus gros que j'ai fait en termes de nombre d'edge, c'est 25 millions. Et je vous déconseille très 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 fortement d'aller sur ce truc-là à partir de ces stades-là, échantillonner parce que 25 millions, votre résultat, pas d'expérience, si vous prenez 50% de 25 millions,
au final, votre graphe, il aura quasiment la même tête. Il aura quasiment la même tête. Mais voilà, vous aurez 2 fois moins de données parce qu'il y a énormément de données redondantes. Au final, si on a... c'est un truc à la con, mais Fluopilot et HyperORL sont placés à peu près au même endroit. Sont liés à peu près au même genre, je veux dire des gens placés à peu près au même endroit et l'autre. C'est pour ça qu'ils sont si proches. Donc, est-ce que c'est pertinent d'avoir 2 fois ces liens, ou est-ce que si on disait je prends 50% des liens d'HyperORL, 50% des liens de Fluopilot, et 50% aussi du reste, hein, pour pas déformer, est-ce qu'on n'obtiendrait pas exactement le même résultat? Pour un tout petit graphe, c'est pas le cas, mais pour un énorme, est-ce que ça ne viendra pas à revenir même par expérience? Oui. Ou chose qu'on peut faire dans le data, c'est on peut définir des filtres. En fait, je peux lui dire ne m'affiche, si c'est qu'une question d'affichage, j'ai pas de calcul. Bon, 25 millions, même question de calcul, ça sera l'enfer. Mais si c'est qu'une question d'affichage dans un preview, eh ben, je peux lui dire ne m'affiche que 50% des liens. C'est-à-dire que tous les algos, ils ont pris tous les liens en compte, ils ont tout placé par rapport à tous les liens, mais juste dans le résultat final, il y aura tous les liens. Donc les plus gros que j'ai fait, c'est 500 000 nodes et 25 millions. C'est 2 comptes différents. Le compte qui avait 25 millions de liens, au final, il avait que 100 000 followers, mais qui étaient extrêmement liés ensemble. C'était souvent les médias sont très très liés, tous les journaux se suivent, et tous ceux qui s'intéressent à tous les journaux, ils font en sorte que si on rajoute un nouveau journal dans le truc, souvent cette personne le suivra aussi. Donc ça. Et ton autre question qui est est-ce que ça vaut une pertinence? Je dirais oui, d'autant plus. En fait, plus il y a de données, plus il est pertinent d'avoir des représentations simples pour la représenter, et donc plus ça sera chiant à faire et ça prendra du temps, mais plus c'est pertinent. Par exemple, tu disais sur le nombre de communautés, ça c'est moi qui gère. Ça c'est si jamais il me détecte, déjà Modularity, il va faire des communautés logiques. En gros, si ça va être 1000 fois plus gros, et ça 1000 fois plus gros, avec 1000 fois plus de comptes, il m'aurait quand même détecté que 2 communautés. Donc ça n'aurait pas été un problème d'avoir, au lieu d'avoir 330 nodes, qu'on en aurait eu 300 000, j'aurais eu quand même que 2 communautés. Très 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 fortement, parce qu'il a détecté 2 ensembles vraiment différents, et il m'en aurait pas fait 100 000. Il détecte les communautés pas sous la forme de nombre de comptes qu'on peut mettre sur une communauté, plutôt que d'un ensemble cohérent, plus attachés entre eux, plus liés entre eux, et plus cohérents entre eux, qu'un ensemble qui est à côté, qui a peut-être une autre logique, qui a peut-être moins de liens, qui a peut-être autant de liens, mais pas avec la même densité, pas autour des mêmes comptes. À côté, ici, au lieu d'avoir des comptes dispersés, on aurait pu avoir un super compte et tous ses fans à lui. On aurait pu avoir ça, on a déjà vu ça dans d'autres graphes. Et donc, en fait, plus il y a de données, plus c'est important, justement, plus la partie visualisation, que ça soit graphe ou autre, on peut faire des dizaines de trucs, sortir des stats et tout ça, est importante, parce que plus humainement, on peut pas l'appréhender, et on peut se rendre compte qu'il y a des dingueries, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qu'on n'avait pas du tout estimées, qu'on n'avait pas du tout comme ça, qu'on n'avait pas du tout tilté. À aucun moment on s'est dit en fait, ceux qui suivent tel sujet, au final, ils ont tous le même point commun politique. C'est quelque chose de bête, mais qu'on retrouve assez souvent, vu qu'en politique, on aime bien faire en sorte que telle ou telle technologie, on va dire c'est mal ou c'est bien, sans aucune nuance, sans s'intéresser à la technique. On va dire le nucléaire, c'est mal ou c'est bien, l'éolien, c'est mal ou c'est bien, et prends ton parti, et chaque parti a sa réponse, et sans aucune nuance. Et c'est des choses que ce genre de représentation peuvent mettre en avant, que des comptes qui ne parlent que de technique, au final, sont suivis par telle ou telle communauté politique,
parce que telle ou telle communauté politique s'intéresse plus à eux, ou telle ou telle nationalité, ou tel pays, ou si vous faites, là on a fait les graphes des followers de quelqu'un, mais si on fait les graphes sur un thème, genre si je fais, si je fais, au lieu de prendre les users, je fais search, je vais pas le faire, hein, mais et je fais Ukraine, il va essayer de tirer le maximum de tweets avec juste le mot Ukraine dans quelque part dans le tweet. Et du coup, on aura des comptes de toutes les nationalités, de toutes les machins, sûrement des dizaines ou des centaines de milliers de comptes. Et du coup, justement, ça sera d'autant plus important de faire des représentations graphiques parce que jamais un mec à la main pourra vraiment connaître ce qui se passe vraiment. Donc, plus il y a de données, plus c'est important de trouver des manières qu'un humain la comprenne. Et le graphe, ça fait partie de ces techniques-là. J'espère t'avoir bien répondu. Merci beaucoup. FGA, as-tu des questions? Normalement, pour moi, ça devrait être bon. Je teste juste un dernier truc. Et bah, ça marche pas. Comment on arrive à évacuer tous ces petits carrés qui sont dus au caractère interdit? J'ai pas réussi à choper le moment où tu l'as dit. Ah, c'est dans le Data Laboratory. Copy data to another column. Donc on veut copier, ce qui va s'afficher c'est les labels, ce qui a les trucs avec les smileys c'est les names, et les trucs sans smiley vraiment strict c'est les screen names. Donc on va copier les screen names, donc copy to data to another column, screen name, et on décide où on le copie dans label. Ok, très bien, Et je te remercie. une fois que c'est fait, tu fais un refresh. Et normalement, au lieu d'avoir les Valentin avec un petit avion, tu devrais avoir juste Valentin avec 2 N. Avez-vous d'autres questions? Yes, j'ai d'autres questions. Combien de temps ça t'a pris pour scraper la data de Valérie Pécresse, par exemple, qui a 500 000 followers? Alors, techniquement, je ne sais pas si on peut dire que je scrape parce que je passe par tous les circuits officiels. Je passe par tous les circuits officiels et une éternité. Moi, ça fait depuis un petit moment que je fais ça. Je me suis arrangé. Par exemple, parmi les techniques que je vous disais tout à l'heure, il y a le fait de mettre les... Il y a une virgule là normalement. Il y a le fait de mettre toutes vos clés ici de votre compte. De votre compte Twitter Dev et de créer tous les standalone. Par contre, faites pas une bêtise, des gens qui l'ont fait ont eu la surprise. Si vous dites à Twitter au moment de créer votre compte Twitter Dev que vous allez faire telle ou telle chose, genre que vous allez faire un bot, si vous utilisez vos clés pour faire autre chose, ils peuvent supprimer votre compte. Twitter n'hésite pas à supprimer le compte Twitter Dev, donc juste pas votre compte public, mais juste le compte Dev avec vos clés. Si jamais au moment où vous avez dit ce que vous allez faire, si jamais vous avez menti ou vous partez sur autre chose, ils peuvent assez brutalement vous dire votre compte a été supprimé et il n'y aura pas d'appel, il y aura rien du tout. Donc ici, vous pouvez en rajouter. Donc comme je disais, un trousseau de clés comme ça vous permet de choper un follower par minute. Donc si vous arrivez à en avoir plusieurs, eh ben, vous pouvez accélérer la cadence. Mais oui, c'est très très limité et si vous essayez de faire ça, si vous essayez de faire un compte à 400 000 personnes, ça va vous prendre une éternité. Depuis le temps que je fais ça, j'ai des raccourcis, mais si vous commencez là-dedans, vous allez en ramer. Vous pouvez vous lancer dans le truc, mais même niveau de l'application en elle-même de Giphy, il y a plein de choses que j'ai pas le temps de dire ici, des fichiers de config à changer, tout ça, pour que ça tourne, parce que si vous essayez de faire un export avec 400 000 nœuds, 10 millions de liens directement sous Giphy, il va exploser. Donc il y a des choses en plus à faire, mais je n'ai pas forcément le temps de détailler ça dans une petite vidéo.
Tiens, je vais... Bah, même ne serait-ce que les calculs d'algo, j'imagine qu'avec 25 millions de edge, ça doit prendre une plombe. Euh, C'est quoi ta machine d'ailleurs c'est une jolie machine, mais c'est pas non plus c'est pas non plus un truc énorme. Je veux dire, bon, j'ai beaucoup de RAM, j'ai un gros CPU et plein de disques pour ça, mais c'est pas un surmonstre. Bon, j'ai une carte graphique, une 1080, donc une très bonne carte graphique il y a 6 ans, mais maintenant qui commence à se faire un peu vieille. Et en fait, ce qui va beaucoup vous limiter, c'est la mémoire et le CPU. Et il y aura, si vous voulez faire des très gros, il y aura des étapes à faire. Par exemple, Giphy de base vous laisse à une taille max de RAM qu'il a le droit de prendre. Et ça, c'est des fichiers de config à changer pour qu'il en prenne plus. Et s'il n'a pas assez de RAM, il explose au moment que vous faites l'export. Donc ça sert à rien. Et les algos, 25 millions, c'est vraiment abusé, je vous le conseille pas. Je pense qu'il faut échantillonner, je pense qu'il faut faire des choses ou trouver d'autres logiciels. En gros, je vous conseille genre Emmanuel Macron qui a 8 millions de followers et qui a sûrement 100 fois plus de liens entre eux. Jamais j'essaye avec Giphy sous l'état actuel. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire, peut-être d'autres logiciels, mais j'ai pas trouvé du tout mieux que Giphy pour l'instant. Donc faire beaucoup plus gros que on va dire 1 million de nœuds et 30-50 millions d'edge, ça va être très compliqué avec Giphy si vous n'avez pas des manières logiques pour échantillonner votre donnée et la rendre plus utilisable par les algos. Il y a des pistes, par exemple, regrouper des comptes entre eux, faire des algos qui vont prendre des plombes, mais bien avant l'import, faire passer des algos qui vont déterminer ces comptes-là, ils ont énormément de points communs, ils sont très proches, ils sont très machins, et ben je vais les fusionner et je vais leur donner un plus gros poids, je vais faire en sorte qu'ils soient plus importants dans le truc global. Comme ça, au lieu d'avoir 10 millions de comptes, vous en aurez peut-être 1 million, parce que plein de nœuds auront fusionné, plein d'edges auront fusionné, mais du coup, les edges, donc les liens entre les gens, il faut leur donner des poids, pour dire, si j'ai fusionné 10 liens entre eux, je vais faire en sorte que ce lien-là pèse 10 fois plus, et des choses comme ça. Enfin, si on veut faire du très très gros volume, je pense que plus qu'aller chercher une bête de machine, je pense qu'il y a des étapes de pré-traitement à faire pour la rendre beaucoup plus facilement consolidable sans perdre de la qualité au rendu final. Merci. Pas de quoi. Ça fait pas mal de questions. Je vais couper le record ici. Et merci YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires.